C'est ça qui a fondamentalement changé ces 2 dernières années. Je prends plus de recul et plus de, on va dire, c'est peut-être l'âge aussi, la maturité. J'apprends à accepter de ne pas être capable de prévoir tout ce qui va se passer. Bienvenue dans la saison 2 de Cœur de Leader, le podcast pour s'inspirer des leaders qui créent leur propre code, qui se renouvellent et qui se réinventent. Cœur de Leader, c'est aussi un état d'esprit qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions et de prendre de la hauteur pour de bon. Dirigeant, manager ou entrepreneur, que tu sois débutant ou expert, si tu te reconnais dans cette description, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Alors bonjour Barbara, je suis très contente de t'accueillir dans le podcast Cœur de Leader et je souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs. Je suis très heureuse de vous retrouver parce que j'ai avec moi une personne qui a beaucoup de titres, qui est très impressionnante. Barbara est la directrice et la co-gérante de Metalco et Socometal. Elle est également la coprésidente du cercle, tu vas me dire... Des affaires Australasie, Nouvelle-Calédonie. Voilà, merci. Elle est également présidente de l'association Femmes Chefs d'entreprise de Nouvelle-Calédonie et vice-présidente de la CCI de la Nouvelle-Calédonie pour le secteur mines et énergie. Alors on va commencer par se dire bonjour et puis te demander comment tu vas. Merci Magali, merci beaucoup de m'accueillir dans ton émission. Je suis très flattée, je dois le dire. Je vais bien, j'ai cette chance. Je suis bien occupée, comme tu as pu le dire, mais occupée par plein de sujets, de projets très intéressants qui m'amènent à rencontrer plein de gens passionnants, donc tout va bien. Super, en tout cas ça se voit, ça s'entend à ta voix que tu es en pleine forme et que tu es bien dans tes fonctions et dans ta vie. Alors on va commencer justement, puisqu'on parle de la vie, de parler un petit peu de ton parcours pour puiser dans les événements, dans ce que tu as vécu depuis ton enfance et qui ont pu t'amener à devenir la leader que tu es devenue aujourd'hui. Parce que comme je le disais tout à l'heure, pour devenir présidente d'une association, il faut qu'il y ait des gens qui votent pour toi et qui te fassent confiance. Et donc je voudrais savoir un petit peu dans ton parcours, s'il y a eu des événements, des prises de conscience. Est-ce que dans ton enfance, par exemple, tu étais dans une famille de gens qui étaient chefs d'entreprise, des leaders, qui étaient très investis dans des associations ou... Alors, non, dans ma famille, il n'y a pas du tout de chef d'entreprise. Par contre, j'ai des parents qui sont très travailleurs, les deux. Et donc, ils m'ont vraiment montré l'importance du travail et qui m'ont appris la valeur du travail, en fait. Donc j'ai plutôt été élevée dans cette notion, donc voilà. Et ensuite, assez naturellement, que ce soit à la petite école ou après en montant, en faisant l'école d'ingénieur ensuite que j'ai faite, rapidement j'ai souvent pris des fonctions déléguée de classe, d'organiser des forums d'entreprise, de faire partie de diverses associations. Encore une fois, parce que ça permettait toujours d'être dans le feu de l'action, d'avoir des projets et encore une fois, de rencontrer des gens toujours passionnants, d'horizons divers. Donc je pense que c'est ça aussi qui me fait rechercher le leadership ou en tous les cas le travail et les rencontres, en fait, on va dire. Et après, lorsque tu as grandi, que tu es devenue étudiante, est-ce que tu as continué dans cette veine-là? Oui, alors étudiante complètement, parce que j'étais justement dans diverses associations, et notamment une qui organisait des forums d'entreprise pour faire se rencontrer les étudiants avec les entreprises. C'était intéressant, formateur et on a passé de très bons moments et de très grandes amitiés qui se sont nouées et qui sont toujours présentes actuellement grâce à cette époque. Et puis après, en rentrant dans les différents jobs que j'ai eus derrière, j'ai dû un peu lâcher prise sur l'associatif parce qu'à cette époque-là, il y a eu non seulement le travail et en plus les enfants qui sont arrivés. Donc à un moment de notre vie, c'est un peu difficile de tout gérer. Mais c'est vrai qu'après, dès que les filles ont été un peu plus grandes, puisque j'ai 2 filles en fait, je me suis rapidement remise à de l'associatif, mais à ce moment-là plus liée effectivement au travail. Donc est-ce que dans tout ce parcours, il y a eu des événements qui t'ont marqué et qui ont un peu modifié ta trajectoire ou qui t'ont fait prendre conscience de certaines choses? Alors effectivement, moi je dirais que le plus gros changement que j'ai eu à vivre, c'est de passer de salarié à chef d'entreprise.
Et ce changement, je l'ai vécu en Calédonie, dans une volonté de rester en Nouvelle-Calédonie en fait. Donc on dit souvent que la Calédonie est une terre d'entrepreneurs, mais moi je ne peux que le confirmer. C'est-à-dire que j'étais jusque-là salariée de grands groupes internationaux, puisque je vais travailler basée à Paris, dans beaucoup de régions en Afrique, et puis après basée en Australie et avec un petit peu d'Asie. Et quand je suis arrivée en Calédonie avec une société australienne, et qu'on m'a dit au bout de 3 ans, tu peux repartir en Australie, et là je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas là que j'ai envie d'être, j'ai envie de rester en Calédonie. Et pour y rester, et finalement, c'était l'entrepreneuriat qui s'offrait à moi et qui a été une opportunité d'ailleurs, avec un associé qui m'a proposé une association. Et j'ai fait ce grand pas, puisque en fait, il y a quand même un grand pas entre le rôle de salarié et le rôle de chef d'entreprise. Ouais. Voilà. Ouais. Comment tu as pris la décision? Ça s'est fait facilement? Ça a été beaucoup de réflexion? Ou alors tu t'es dit non, je fonce? Ça a été assez facile finalement, parce qu'il y avait une vraie volonté, et je parle également pour mon conjoint, puisque j'ai la chance d'avoir un conjoint avec qui on a un peu le même parcours, et qui au même moment avait déjà lui décidé de créer sa société. Donc il avait déjà pris ce pas, et du coup quand j'ai eu cette proposition d'association, ça venait naturellement, et on avait vraiment une très grande volonté tous les deux de rester en Calédonie pour la famille et puis pour l'avenir. Du coup voilà, ça s'est fait assez naturellement sans trop d'hésitation. D'accord. Donc un conjoint qui est aussi entrepreneur, comment on vit ça au quotidien? Ça fait des moments un peu compliqués quand même à la maison, parce que la vie d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille, mais ça permet aussi de se comprendre par rapport aux difficultés des fois qu'on rencontre, par rapport au succès qu'on rencontre, par rapport à notre détermination sur certaines choses, par rapport à notre évolution aussi. Parce que c'est vrai qu'on évolue quand on devient chef d'entreprise, et on évolue dans sa vie en permanence, il n'y a pas que les chefs d'entreprise qui évoluent, ce serait faux de dire ça. Mais comme on est confronté à des problématiques pluridisciplinaires et des problématiques humaines assez vastes, on mûrit, et pouvoir partager avec son conjoint des réflexions ou des questionnements qu'on peut avoir dans certaines situations, c'est très sympa. Et ça nous fait vraiment avancer. Et en plus, ça nous a permis finalement à tous les deux d'avancer dans le même sens. Donc ce qui est bien aussi au niveau du couple. Oui, ça crée un soutien mutuel finalement. Et une vraie compréhension. Alors du coup, Socométal et Metalco, tu les as fait développer, tu les as fait grandir, tu as grandi avec. Qu'est-ce qui a fait que tes entreprises ont prospéré et que toi aussi tu t'es senti prospérer aussi? Alors j'aimerais bien dire qu'on a prospéré dans les 2 dernières années, mais ce n'était pas vraiment le cas, avec la difficulté que beaucoup d'entreprises ont connue. Ces dernières années, on a plutôt vécu des moments, on va dire, difficiles. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus difficile d'être chef d'entreprise dans ces moments-là que dans des moments de croissance. Mais bon, voilà, on continue notre bonhomme de chemin, donc c'est bien. Ça voulait dire qu'on avait quand même des bons fondamentaux pour pouvoir justement passer des périodes de crise. Alors qu'est-ce que tu as appris justement de ces 2 dernières années? Qu'est-ce qui a changé entre l'avant et l'après, maintenant qu'on est sorti de cette crise sanitaire, on va dire, en grande partie? Qu'est-ce que pour toi tu retiens de cette période, et comment tu penses que ton entreprise a évolué par rapport à ça? Enfin, moi personnellement, j'ai un certain recul maintenant par rapport aux événements. Je dis un recul parce que c'est vrai qu'on en parlait précédemment, j'ai plutôt un tempérament d'hypersensible, c'est-à-dire qui va prendre toutes les émotions de plein fouet, etc. En tant que chef d'entreprise, on apprend à garder un peu de distance quand même sur certaines choses. C'est vrai que ma formation initiale et mon background technique, c'est plus de la gestion de projet. Dans la gestion de projet, on prévoit toujours tous les plans, et on a toujours le plan A, le plan B, le plan C, le plan D. Mais là, avec ce qui nous arrive ces dernières années, j'avoue qu'on a du mal à faire tous les plans de toutes les situations, parce qu'on n'avait même pas pu envisager les situations. Donc j'ai appris à mieux réagir à l'idée que j'ai pas forcément tous les plans A, B, C et D prêts, et que on va devoir faire face en fonction de ce qui va se passer, quoi. Et ça c'est très dur.
C'est très dur parce que normalement, notre rôle en tant que chef d'entreprise est d'avoir une vraie vision sur le long terme et de pouvoir piloter dans un rail et de nous amener à la vision qu'on s'est donnée. Sauf que la vision qu'on s'est tracée dans ce chemin, quand on nous met une grosse bombe au milieu du chemin, qu'on doit faire un gros détour, etc. Voilà, c'est des fois. Et puis même la vision qu'on avait, en fait, il n'y a plus de possibilité de vision dans cet axe-là parce que ça a complètement changé. Donc il faut en permanence la modifier. Et ça, je pense que ces dernières années, c'est un gros changement. Et je pense que les années à venir vont toujours être comme ça. Et il va falloir s'adapter de plus en plus. Il me semble qu'il y a quelques années, c'était assez simple d'avoir une vision et de se dire, bon, dans 5 ans, on va faire ce chiffre, on va monter comme ça, on va changer comme ça. Nous, là, tout a été modifié, tout notre paysage d'évolution de l'entreprise a été modifié, notre contexte institutionnel, notre contexte fiscal, on ne sait même pas ce qu'il va devenir. Tout change tout le temps et de façon beaucoup plus rapide. Moi, je vois l'évolution. En 11 ans de gestion de Métalco et Socométal, on a peut-être eu 8 ans où moi j'arrivais très très bien à tout prévoir. Enfin, ça roulait, quoi. Là, j'avoue que un peu plus de mal ces temps-ci, je dois le reconnaître. Donc, pour moi, c'est ça qui a fondamentalement changé ces 2 dernières années. Je prends plus de recul et plus on va dire, c'est peut-être l'âge aussi, la maturité. J'apprends à accepter de ne pas être capable de prévoir tout ce qui va se passer. On fait appel à la notion de contrôle et de lâcher prise. C'est vrai que ce sont des termes un peu galvaudés, mais qui prennent tout leur sens, je pense, dans ces situations-là, où on ne peut pas faire autrement, si on veut survivre en tout cas. Alors tu parlais tout à l'heure d'hypersensibilité. Est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que tu penses que ça a pu te desservir ? Alors pour moi, pendant longtemps, l'hypersensibilité a été un gros handicap. Surtout que, dans ma génération, j'ai la cinquantaine, on a été élevé dans un monde où, dans l'entreprise, il ne faut pas montrer ses émotions, il faut être fort, il faut toujours être détaché, enfin pas détaché, impliqué, mais pas émotionnellement, encore une fois, ça revient. Donc moi, mon hypersensibilité, c'était plutôt un gros handicap. C'était comment je ne montre pas que ça me touche, comment je fais pour parler pour qu'ils ne se rendent pas compte que je suis stressée, etc. Donc c'était lourd, c'était très lourd. Et ça l'est encore quelques fois. Mais depuis quelques années, justement, en écoutant un peu plus, en mûrissant et réfléchissant également sur sa fonction de leader et comment se comporter, j'ai pu mettre un terme, un mot d'hypersensibilité sur mon tempérament. Et du coup, j'ai compris que ce n'était pas une maladie, un défaut, quelque chose qu'il fallait améliorer. Je ne dis pas le nombre de formations que j'ai essayé de faire pour passer au-delà de ça, mais à un moment, ce n'est pas probable parce que c'est ce qu'on est. Donc, quand j'ai compris ça il y a quelques années, il y a peu de temps, mais j'ai compris que hypersensible, ça existait, que c'était une catégorie de la population et que ça donnait ça et ça comme réaction. Et je me dis, mais c'est exactement moi. Je me suis dit, j'ai écouté différentes psychologues qui en parlaient et qui disaient, on ne peut pas changer ça, c'est ce que vous êtes. Donc je me suis dit, arrête de lutter contre et il va falloir juste que tu vives avec. Donc maintenant, dans certaines situations, je vais en rigoler. Je vais dire, vous inquiétez pas, je suis hypersensible, c'est pas grave, ça va passer. Je vais montrer mes émotions un peu plus que quelqu'un d'autre, mais voilà. Et dans d'autres, je me dis, après tout, j'ai besoin de ça. Et j'ai besoin de cette relation d'empathie avec les gens aussi. Donc maintenant, je ne m'en cache plus. Et je prends le temps qu'il faut pour... si je sais que j'ai besoin de parler avec quelqu'un ou je sens que quelqu'un a besoin de parler, je prendrai le temps qu'il faut pour l'écouter. Parce que pour moi, c'est important. Ouais. Très intéressant parce qu'on en vient aussi à ce dont on parlait un petit peu avant l'interview, c'est d'être une leader, mais une leader qui incarne qui elle est. C'est-à-dire qui ne va pas appliquer des modèles tout faits, écrits dans les livres. En tant que leader, comment tu poses tes actions de leader en te connectant à qui tu es, par rapport à l'hypersensibilité. Une chose qui est importante pour moi, qui est essentielle, et s'il y a un des mots que je dirais pour être la valeur qu'on transmet dans l'entreprise et que je souhaite que tout le monde ait dans l'entreprise, c'est le respect.
C'est une notion qui s'applique à tout, qui s'applique à l'autre, à son chef, à son subalterne, à ses clients bien sûr, avec ses fournisseurs, etc., avec son matériel par exemple. Et ça pour moi, ça définit beaucoup de la façon dont on va se comporter, tout le temps avec ses clients. Si on veut le respecter, on a forcément de l'honnêteté derrière. S'il y a une chose qu'on n'arrive pas à faire correctement ou que le produit ne va pas délivrer exactement ce qu'il a demandé, ben, on va lui dire de suite. On ne va pas lui vendre pour qu'après derrière il y ait un problème parce que la personne croyait qu'il attendait ça mais qu'il n'aurait pas ça. Voilà, non. Moi, je ne veux pas fonctionner comme ça. Le respect, c'est dans toute la relation. Et c'est ce que je demande aussi, et c'est ce que je cherche dans chaque personne que je recrute dans l'entreprise, c'est de m'assurer qu'ils arrivent à maintenir cette notion de respect. Et d'ailleurs, quand on a posé ce mot pour être une des valeurs de l'entreprise, ça a été fait avec l'ensemble des salariés. Et c'est l'ensemble des salariés qui a sorti ce mot dans la majorité, qui a proposé ce mot-là. Et c'était parfait puisque c'était ce que je souhaitais. Et ça m'a quelque part vraiment touchée dans le sens où je me suis dit, ben voilà, c'est une équipe quelque part qui en grande partie a été constituée par moi, puisque ça fait 11 ans maintenant que je gère ces deux entreprises. Et je me dis, le fait que les salariés arrivent avec ce mot, je me dis que quelque part, on a quand même réussi à transférer cette notion. Oui, tout à fait. Et cette valeur, quoi. Et que tu as aussi su détecter chez les personnes que tu as recrutées qu'elles avaient cette valeur-là, ou qu'en tout cas, elles étaient capables de l'entendre. Voilà. C'est parce qu'avoir des valeurs, c'est bien, mais les faire vivre, c'est vraiment important. Et tu me racontais cette petite anecdote où tu avais entendu des échanges et tu t'étais enquis de savoir si c'était juste taquin ou si c'était pour de vrai, on va dire. Ah oui, parce que pour moi c'est important, et je reviens à l'hypersensible que je suis. C'est vrai qu'on n'aime pas l'agressivité, on n'aime pas pas les bagarres, mais les échanges avec des tons de voix vraiment très agressifs, ou les cris ou quoi. Moi, ça ne me permet pas d'avancer. Et du coup, comme je dis à tous, je veux travailler dans un espace serein. Il faut que tout le monde arrive au travail serein. On a beaucoup de travail, on a beaucoup de choses à faire, on a une charge, un stress, on a des deadlines, on a plein de choses. Mais ça n'empêche qu'on peut être quand même bien dans son travail malgré tout ça. Et il faut qu'on soit bien dans son travail. Et c'est pour ça que quand j'entends des propos un peu déplacés, ou que quand j'entends que ça commence à crier dans tous les sens, là je calme un peu le jeu en disant on a des problèmes à gérer, c'est notre job, donc on va les gérer dans le calme. Voilà. Alors je sais que ça en fait sourire certains, et c'est pas forcément des comportements qu'ils ont vus ailleurs dans d'autres entreprises, mais pour moi ça fait partie des valeurs et des choses que je souhaite qu'on garde, voilà, qu'on respecte dans l'entreprise. C'est très, très intéressant cette façon de mettre en pratique, parce que parfois on voit des valeurs qui sont mises sur les murs et puis qui ne sont pas appliquées concrètement. Et là on voit bien, tu vois, le lien entre ton leadership et qui tu es dans tes valeurs, dans ton parcours, dans ton histoire. Qu'est-ce que tu fais de manière récurrente, de manière, on va dire, presque disciplinaire pour arriver à tenir toutes ces fonctions que tu as Depuis toujours, j'essaie d'arriver à me cloisonner dans ma tête, c'est-à-dire à avoir les temps où je suis au travail et ensuite les temps où je suis à la maison. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Je ne dis pas que c'est toujours facile, c'est très sport des fois, mais ça m'a beaucoup plu, ça m'a aidé assurément. Et d'ailleurs, je ne peux pas fonctionner autrement. Je n'arrive pas à tout faire en même temps en fait. J'ai besoin de ces moments. Voilà, qui me permettent à chaque fois de me ressourcer d'un côté pour l'autre côté, quoi. Et puis j'ai toujours fait de la danse, c'est une passion, donc de la musique et la danse, et ça me permet de me déconnecter aussi, encore une fois, et de vraiment lâcher prise de tout le reste et d'avoir un moment vraiment de bien-être, quoi. Quelles sont les erreurs principales que toi tu vois que tu as pu faire dans ton parcours? Si on en revient à ce dont on discutait précédemment, d'être qui on est quand on est leader, etc. Moi, je pense que les erreurs que j'ai faites, ça aurait été finalement, plus jeune, d'essayer de suivre la théorie de ce qu'on doit faire. Parce que du coup, on se met effectivement dans des positions qui ne sont pas ce qu'on est. Et c'est là où on se met à mal. J'ai eu à vivre une situation que je n'aurais absolument pas dû tolérer, et que j'ai toléré, et je pense que ça c'était une erreur. C'est de tolérer de la part d'un client une attitude inacceptable et complètement outrancière et insultante. Il y avait un gros contrat à signer à la clé, et quelque part je l'ai accepté. Voilà, ce serait maintenant, je ferai demi-tour, je sortirai, je perdrai la porte, et le contrat je ne le signerai pas. On apprend de ça.
finir, on va finir sur ton avenir. C'est quoi l'actu des prochains mois pour toi, Barbara? À l'actu des prochains mois, c'est de s'assurer que les entreprises continuent à bien fonctionner, ouais. Et se remettent de périodes difficiles qu'on a vécues. Nous allons avoir pour la première fois la visite de la présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise de métropole qui vient en Calédonie. Et je pense que ça va être un bon éclairage pour montrer l'importance qu'on soit entendu, l'importance d'être en réseau ensemble pour pouvoir échanger ensemble sur nos pratiques, apprendre les unes des autres. Et puis aussi porter la voix des femmes pour qu'on soit plus représentés au niveau de tous les mandats et les institutions. Ouais. Parce que souvent des décisions sont prises sans du tout nous consulter et qui vont complètement à l'encontre de ce qui peut être bien pour les femmes en général. Et pour cela, il faut motiver des femmes à prendre des mandats aussi. Voilà. C'était un peu le sujet du COMEX spécial féminin qui avait été fait. On ne peut pas avoir la moitié de la population qui soit féminine et que toutes les institutions fonctionnent avec même pas 10% de cette population qui soit représentée. Ouais. Et même des institutions où il n'y en a pas du tout de représenter des femmes, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Ça peut pas durer. Non. Bah écoute Barbara, merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé. Je pense que les auditeurs vont trouver beaucoup de valeur dans tout ce que tu viens de nous partager et vont être très inspirés. Je te souhaite une bonne suite pour la suite de ta carrière. Et puis je vais te laisser le petit mot de la fin. Du coup, je ne sais pas si ça va être un mot de fin. Oui. Je voulais juste rebondir sur la dernière question, quel va être l'avenir? Oui. Y a le point le majeur que j'ai omis de mentionner, c'est l'avenir institutionnel de la Calédonie. Et de ça va beaucoup dépendre l'avenir de la Calédonie. Voilà, donc à ma petite échelle, j'espère contribuer avec ma petite pierre dans les diverses associations et différents rôles à pouvoir mettre en avant la voix, en tous les cas ma voix et celle de plusieurs femmes chefs d'entreprise. Pour moi, c'est ça qui est important dans les 18 mois qui viennent sur le territoire. C'est vrai que ce sont des mois qui vont être cruciaux pour nous. Voilà. En tous les cas, Magali, merci beaucoup. C'était très intéressant cet échange. J'ai appris aussi beaucoup de choses. Je souhaiterais vraiment qu'on puisse échanger aussi avec les salariés de l'entreprise par rapport à toutes tes connaissances. Merci beaucoup. Dans les domaines de la psychologie, c'est très intéressant. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne journée à vous tous et on se retrouve la semaine prochaine.